Henri Maldinet, voudriez-vous nous parler des éléments et de l'architecture? Ils surgissent dans le dernier chapitre de votre ouvrage, en fait, sur Ouvrir le rien, l'art nu, et à propos de l'œuvre d'art comme essence. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler, de cette question des éléments et de l'architecture? Oui. D'abord, il faut se rendre compte de ce qu'on nomme éléments. Quand on a énuméré la terre, l'eau, l'air et le feu, on ne sait pas toujours ni pourquoi. Pourtant, chacun de ces éléments a été au départ des anciennes cosmogonies grecques. Ce qui veut dire que chacun a été le commencement à partir duquel le monde s'est constitué et déroulé, et de telle façon que l'élément choisi est resté toujours au commandement de cette évolution. Alors, la question qui se pose, tourne autour d'une ambiguïté. Est-ce qu'on parle de commencement? Est-ce qu'on parle d'origine? Les éléments se présentent, pour ces Grecs, comme des manifestations, mais qui ne sont pas fondées. Je veux dire qu'elles ne se justifient en somme que par leur présence, leur être là, lequel n'a pas été en réalité élucidé. On ne voit pas comment ils peuvent être situés à l'origine sans précédent de tout ce qui est. Alors pourquoi les Grecs ont-ils choisi l'eau, la terre, le feu, etc. Il m'a paru que c'était d'abord parce qu'ils n'étaient pas pour eux simplement des objets. Un objet ne peut pas se mettre à l'origine du monde. Il est déjà compris dans un monde représenté. Il y a donc une rencontre avec l'élément qui est autre chose qu'une perception objective. C'est qu'il y a donc un certain rapport entre l'homme et l'élément qui l'obsède au point qu'il va en faire le point de départ de tout. Or, cette notion de rencontre est précisément très importante parce qu'elle dépasse le simple fait de se trouver devant. Il faut être en communication mutuelle. Et c'est précisément ce qui s'offre avec les éléments. Bachelard, et vous avez, je crois, tout un entretien à son sujet prévu, a posé la question dans sa psychanalyse du feu, l'eau et les rêves, la terre et les rêveries du repos, la terre et les rêveries de la volonté, l'air et les songes. Il a fait des éléments, je dirais, à la fois l'occasion et le produit d'une imagination matérielle ou d'une imagination dynamique. C'était le même pour lui de rêver la terre ou que la terre se rêve en nous. Il le dit explicitement. Il se place donc
à un niveau où il n'y a pas proprement de prise de position en face d'eux, où il y a une sorte de projection. Une projection ne la fait pas, elle est là. Je veux dire que l'homme se saisit lui-même dans la figure de la chose qu'il évoque. Or, l'élément éclaire cette caractéristique du sentir humain, à savoir que le sentir humain porte sur quelque chose qui est, sur un étant, ce qui n'est pas vrai du sentir animal. C'est-à-dire que cette notion d'étant, qui suppose l'être de cet étant, est quelque chose de spécifiquement humain et qui caractérise, en somme, la transcendance de l'être immanente à chacune des révélations de l'étant qu'il fonde. Alors, quand on examine ces éléments, on s'aperçoit qu'ils sont, d'une part, ou en même temps, donnés à la vue. Je vois la terre, je vois l'eau, je vois l'air dans la profondeur du ciel, je vois le feu. Mais en même temps, donnés au toucher. J'éprouve la résistance ou l'élasticité de la terre, ou son caractère spongieux ou dur. J'éprouve la fraîcheur coulante de l'eau. J'éprouve le souffle de l'air sur mon visage. J'éprouve évidemment la chaleur et presque sur moi-même le crépitement du feu. Par conséquent, ils ont ceci de particulier, qu'ils sont à la fois donnés dans le proche et dans le lointain. La vue est le sens du lointain, le toucher est vraiment le sens du proche. Or, il y a donc par conséquent une tension entre ces deux domaines, et une tension qui n'est pas du tout en contradiction, mais qui fait que le lointain et le proche s'appellent mutuellement. Et ce qui caractérise ces éléments, c'est que, proches ou lointains, ils sont donnés dans la zone du sentir. Et, ici, pour prolonger Bachelard, en allant du côté de Sondy, ils sont donnés selon, dans ce vecteur que Sondy a appelé le vecteur contact. Le vecteur contact est l'un des 4 vecteurs qui constituent le système pulsionnel de l'homme. Ensuite, il y a le vecteur sexuel, le vecteur paroxystique, et le vecteur schizophrénique ou vecteur moi. Ces vecteurs ne sont pas, disons, distribués ni découverts au hasard. Ils répondent aux grands types de maladies spécifiquement humaines. Les psychopathies, vecteur contact, les névroses et les perversions au niveau sexuel, l'ensemble épilepsie, stérile, les états critiques paroxysmaux correspondant au vecteur paroxystique, et la schizophrénie correspondant au vecteur moi. Or, je ferai d'abord remarquer cette chose importante, que si les arts, aucun art, ne s'explique de façon purement pulsionnelle, mais implique une dimension existentielle qui ne se laisse pas réduire aux pulsions, cependant, il y a mise en jeu de ces pulsions, et, en ce qui concerne l'art, des 2
que j'ai citées à l'extrême, la pulsion de contact du sentir et la pulsion du moi. La pulsion du moi étant d'ailleurs elle-même, je dirais, déséquilibrée en elle-même, étant donné que le moi est à la fois un sujet destinal à cause des pulsions, mais en même temps un sujet qui se destine parce qu'il existe et ne se laisse pas réduire aux pulsions. Donc, ce sont les deux vecteurs qui interviennent dans tout art. Et on le comprend sans peine parce que ce qu'il y a, je ne dirais pas de commun, mais d'articulé entre le sentir et le moi, qui fait que les deux peuvent renvoyer l'un à l'autre, c'est essentiellement le rythme. Certains disent que le vecteur contact, justement ce qu'il est celui de l'approche et de l'éloignement, implique un rythme. Mais il ne suffit pas pour un rythme qui approche ou éloignement. C'est pourquoi une présence, il n'y a de présence que là où quelqu'un est là, un moi, est absolument nécessaire pour que surgisse un rythme qui justement n'est pas une chose, n'est pas un objet, mais est un mode d'être. Alors vous comprenez qu'il est donc normal que l'architecture comme art soit engagée dans cette question du contact ou du sentir, et par là même dans la question des éléments, qui sont en quelque sorte, on peut dire, la matière, mais la matière automouvante de l'étang, de ce qui apparaît en premier lieu comme étant. Et il n'y a, si vous voulez, l'art est fondamentalement l'expression rythmique à travers la matière. Si vous voulez, un rythme ne porte pas sur d'autres rythmes. Il n'y a pas de rythme de rythme. Les formants, les éléments formateurs du rythme ne sont même pas rythmiques. Peut-être, j'allais dire des cadences, mais en réalité ils sont plutôt détruits par elles, mais ce sont des éléments arythmiques comme est précisément d'elle-même la matière. Alors, ce qu'il faut bien voir quand on examine le contact, les éléments qui se donnent au niveau du contact, c'est que ce contact, comme vecteur pulsionnel, est articulé. Il est articulé, disons, en deux facteurs essentiels qui correspondent d'un côté à la dépression, ou plus exactement, je dirais, à tous les phénomènes de la mélancolie, et l'autre à tous les phénomènes de la manie. C'est-à-dire que d'un côté, mon rapport aux choses peut être d'enveloppement, d'accrochage. Je suis accroché à, comme l'enfant primitivement est accroché à la mère. Dans un second temps, il y a séparation ou rupture. Dans un troisième temps, ou dans un autre moment, on peut s'obstiner et essayer de coller à l'objet perdu. Ou au contraire, on peut se remettre à la recherche d'un autre objet. Il y a donc ce que j'ose appeler une dialectique interne au vecteur contact, une dramatique. Et cette dramatique joue naturellement
au niveau qui est un niveau déterminant de notre présence, le niveau de la climatique, de la Stimmung. Nous sommes toujours au monde, accordés à un certain ton, selon une certaine tonalité, qui n'est pas la même, selon que je suis accroché, que j'ai rompu, que je suis à la recherche d'un autre objet, ou que je me bloque dans la conservation du même objet. Un exemple. Là où quelqu'un reste accroché, suspendu, comme on dit quelquefois, pendu à quelque chose ou à quelqu'un, et en même temps tend à garder ce à quoi il est accroché, au moment même où celui-ci tend à lui échapper ou ne fait pas droit à tous ses désirs, alors il peut se produire soit un phénomène de frustration, soit un phénomène de dépression. Il y a frustration, disons-nous, quand l'accrochage est véritablement maximal, lorsqu'il est vraiment renforcé, et qu'en même temps de garder ce à quoi on est accroché. Il y a dépression, quand ce à quoi je suis accroché, l'accrochage étant établi, la garde, le demeurer auprès d'eux, devient lui maximal. Ce qui fait que dans la dépression, on cherche à garder, on cherche donc à s'incruster, à se creuser, et que dans la frustration, on cherche à rester accroché, tout en voulant garder. Alors voyez, comme cela est très important pour la climatique d'une architecture. Une architecture peut être frustrante ou elle peut vous déprimer. Alors, pour cela, si nous revenons aux éléments, voyez, par exemple, prenons l'exemple de la Terre. Bachelard a deux livres. L'un, la Terre et les rêveries du repos, l'autre, la Terre et les rêveries de la volonté. Au fond, à quoi correspondent-ils? À deux aspects de la Terre. Les rêveries du repos font en quelque sorte leur matière de la terre étale, la terre calme, de la planitude, la plaine ou les pays doucement modelés, rêverie du repos, et la terre sur laquelle on se couche, sous laquelle peut-être un jour on est couché. Les rêveries de la volonté, eh bien c'est plutôt la montagne, avec la verticalité, et l'appel à l'ascendance, à la conquête, à la volonté de puissance même. Donc, vous voyez que l'un s'accompagne d'une certaine douceur ou mollesse, l'autre de la rudesse, de la pierre qu'on accroche. Pierre qui peut être rugueuse, granitique. Et vous voyez que nous retrouvons là des données, disons, qui font partie des directions spatiales, existentielles de l'homme. Kandinsky avait bien noté que l'horizontale donne, disons, une impression de calme, de continuité. La verticale, de vitalité ou de violence. Or, vous voyez comme vous retrouvez ça dans les plans d'un paysage ou d'une construction. Alors, ce qui signifie, en un sens, que si l'horizontale finit par trop vous aplatir, ou vous entrez dans la dépression, ou bien vous pouvez être frustré parce que vous attendiez autre chose. Et si la verticale, je dirais, est trop abrupte, gratuite, à ce moment,
vous êtes emporté, ou même simplement, elle favorise la manie, dans le fait qu'on ne touche plus terre dans la manie. On est élevé au-dessus de l'assise, il n'y a plus d'assise. Donc le rapport entre l'ascension, l'ascendance, qui est tout de même propre à l'existence, est la base. L'appui est une chose qui est donnée au niveau pulsionnel, au niveau du contact, et au niveau, par exemple, de cet élément qu'est la Terre. Or, c'est la même chose pour l'eau. Bachelard a bien distingué les eaux dormantes et les eaux courantes. Qu'on pourrait dire les spectacles de morte eau et les spectacles d'eau vive. Et voyez que l'eau dormante a un rapport avec, je dirais aussi, ce que dans la terre nous appelions le repos, le fond attirant, mais le fond en même temps s'éblissant. Et l'eau courante, au contraire, avec sa liberté, son effusion, mais qu'on ne peut pas retenir, qui en même temps vous emporte. Alors, voyez, en architecture, je pense à une maison de Frank Lloyd Wright, pas la maison au-dessus de la cascade. Les deux éléments sont là, hein, où il y a pu avoir le poids de la terre, mais la vivacité de l'eau. De même l'air. Bien, il y a l'air peut-être léger ou peut-être opaque, brumeux. Vous voyez aussi le rapport qu'il y a entre eux. Par exemple, entre le paysage chinois se dénomme en Chine montagne haut. Et Chitao a un chapitre sur, disons, le change mutuel de la montagne et de l'eau. Il dit la montagne, c'est, disons, l'embrassement universel, et l'eau, c'est, au contraire, on dirait le ruissellement universel. Et en ce moment, le paysage consiste à, non pas les combiner, mais à les échanger, à les mettre en change, de façon que la montagne exprime l'eau et l'eau la montagne. C'est-à-dire qu'on rencontre toujours la nécessité, au niveau de la climatique, de joindre les opposés. Et quels opposés? Eh bien, les deux opposés qui sont, je dirais, à la racine de notre être au monde, de ce que Husserl appelait Urdoxa, la foi originaire, la croyance originaire, qui est bien plus fondamentale que ce que Merleau-Ponty a appelé la foi perceptive, parce qu'elle ne s'exerce pas au niveau de la perception, mais au-dessous, au niveau du sentir, là où il n'y a pas encore d'objet. Et quelles sont ces deux dimensions pour Doxa? La confiance et l'angoisse. Si elles s'émancipent l'une de l'autre, la confiance devenant une espèce de flottement, on est dans la manie, comme ce malade qui se voit au-dessus des mondes, lui-même avec un sentiment de puissance infinie, en même temps une absence totale de forme, dissous lui-même. Il aperçoit le monde d'en bas disparu. Alors, vous voyez que, au contraire, le mélancolique pousse le rapport à la terre, l'appui sur la terre, jusqu'à s'incruster en elle, jusqu'à l'enlisement, quand il est tout seul. D'où la nécessité donc de l'introduction des contraires. Et cela a une expression directe dans l'espace. Cette expression directe dans l'espace, c'est évidemment celle de ne pas se livrer à l'évasion et ne pas non plus se livrer à l'ensevelissement. Alors,
ces mêmes rapports qu'on trouve entre horizontal, vertical, entre haut et bas aussi. Vous voyez que déjà au niveau des éléments, or, les éléments ne sont pas simplement, disons, des modèles théoriques pour ces dimensions. Ils les impliquent en eux-mêmes. Et ce sont les éléments même de la construction. La terre, l'air, y compris le ciel. Ce n'est pas la même chose d'être localisé uniquement dans un rez-de-chaussée ou simplement une terrasse. D'un côté on perd le ciel, de l'autre côté on perd la terre. Et c'est donc, et il ne s'agit pas simplement d'un équilibre, comme on dit, enfin, d'un tiers parti. Hein. Il s'agit d'un perpétuel frémissement, d'un échange perpétuel entre sa base et ce qu'on aspire. Ce qui implique que l'architecture doit impliquer en elle une dynamique, et une dynamique variable, qu'elle doit susciter en nous. C'est là. Or, l'espace architectural est créateur, enfin, je ne peine pas créateur, est inducteur de Stimmung. Hein, comment se sent-on? Or, il suffit de circuler, pas dans beaucoup de villes modernes et surtout dans des aménagements de faubourgs, voire de banlieues, pour voir qu'on est dans la terre, enfoui, la terre faite de pierre, mais avec une monotonie totale, au sein desquelles on circule comme dans une ruelle ou comme dans une fosse. Ou bien, est-ce que le gratte-ciel, justement, qui tente d'échapper à la terre, ne retombe pas pas dans l'illusion, mais dans l'erreur de Solness, le constructeur, hein, dans le drame d'Ibsen. Pas par hasard qu'il a choisi un architecte comme témoin de l'opposition de la verticalité descendante, de la verticalité ascendante et de l'incapacité où il s'est trouvé de le résoudre. Et à la fin, il lui-même est précipité. Alors, il reste la question du feu. Mais le feu, il est devenu rare. Je veux dire qu'à la campagne, on voit encore des feux. Bon, la flamme dans une cheminée. Et voyez, c'est qu'à la flamme, cette espèce de, je dirais, de sûreté dans l'incertitude, hein, le frémissement. Elle n'est pas fixe, elle est changeante. La vie de la flamme, c'est peut-être par le feu que s'exprime, disons, le mieux. L'homme comme aspiration, en même temps comme risque de perte et en même temps de récupération à chaque fois, comme une flamme qui persévère en elle-même à travers les menaces d'extinction. Puis alors, évidemment, il y a toute la violence qui peut aller entre l'incendie et puis l'extinction définitive. Là aussi. Alors, il me semble que cette doctrine des éléments est bien plus révélatrice encore que, disons, que d'éclairer des données psychologiques, mais elle a une valeur, disons, créatrice. Et par conséquent, convoquer les éléments dans une architecture, c'est convoquer l'architecture à un espace qui est un espace orienté et signifiant. Alors maintenant, reste à voir
comment, concrètement et même techniquement, la question se pose. Parce que, vous voyez, la question dehors-dedans, dans la climatique, est déjà résolue. En ce sens que il est quasi impossible de distinguer l'humeur de quelqu'un du climat qui l'enveloppe. Hein, comme quand on dit comme Horace, hein, sont lacrymae rerum, ce sont les pleurs des choses. Ben, on peut dire il pleut sur la ville comme il pleut dans mon cœur. Hein. C'est donc cette chose qui paraît indiscernable au niveau du sentir. C'est pourquoi intervient le moi. Le moi qui ne se laisse pas en quelque sorte envelopper, qui ne se laisse pas, disons, intégrer sans résistance et sans initiative dans un milieu. Le moi n'est pas seulement le foyer d'un monde qui lui est propre, c'est-à-dire d'un milieu ambiant. Hein, il crée aussi, de par la destination qu'il se donne, les structures de son milieu. Et c'est là que précisément l'architecture me paraît être une des expressions les plus constantes, les plus durables de l'énergie créatrice et de l'automouvement du moi. Que ce moi, je suis d'un individu, qu'il soit collectif, il est évident que l'ambiance créée par l'architecture implique des autres. Et qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, des différents moments impliqués dans le vecteur contact, implique toujours un rapport à l'autre, que ce soit d'accrochage, de rupture, de demeurer collé avec, ou de recherche et de changement. Est-ce que justement sur cette question de l'origine, vous pourriez revenir, vous venez d'expliquer comment les éléments nous ramènent à une question non seulement de commencement, mais d'origine, qui nous ramène à un certain rapport. D'abord, il nous pose cette question, pourquoi? Pourquoi de l'eau? Pourquoi de la terre? Ça ne va pas de soi. Déjà, à la limite, par-delà, même ces questions, une autre se posera. Pourquoi de l'étang? Pourquoi pas rien? C'est la question que posait Heidegger dans l'introduction à qu'est-ce que la métaphysique. C'est la question qu'aucune science ne peut poser. Le rien, elle l'ignore, ne peut pas le connaître. Et c'est vrai, non pas simplement à partir de Heidegger, hein, parce que quand Hegel veut définir finalement l'esprit, et l'esprit en l'homme, et l'homme comme, disons, moment édificateur de l'esprit, sur quoi peut-il reposer? Sur quelque chose que la nature ignore radicalement, la négation. Il n'y a pas de négation dans la nature. Il y a des destructions, mais ce ne sont pas des négations. La négation qui en même temps nie et qui reconnaît du fait qu'elle le nie ce qu'elle vient de nier, lui a une autre dimension.
Alors, c'est ici, même au niveau même des choses qui sont, comme disaient les éléments, la question est ceci, c'est manifeste, c'est indéniable, je ne peux pas m'y soustraire, et c'est pourtant infondé. Rien ne justifie la terre comme terre, l'eau comme eau. Alors c'est là qu'est l'origine. Or, la justification de la matière, elle se trouve dans l'art. Je peux prendre un exemple. Pourquoi y a-t-il du bleu ou du blanc ou du pourpre, hein, ou du rouge? Quel sens sémantique que ce soit ça plutôt qu'autre chose? Aucun. Ils ne sont jamais justifiés d'être, sauf dans une œuvre d'art. Parce que dans une œuvre d'art, ils sont convoqués, soit ensemble ou même presque isolément, et qu'ils sont intégrants de cette œuvre, et c'est elle qui est son auto-justification. L'œuvre seule est justifiée, et c'est par elle, parce que tout ce qui s'introduit en elle en est un intégrant, qu'il se trouve justifié. L'existence justifie le fond, et pas le fond l'existence. Alors c'est là qu'est à la fois la chance et le risque. La responsabilité de l'existant. La responsabilité de celui qui se charge, disons, d'offrir un lieu d'existence, un architecte. Parce que cette notion de lieu est aussi quelque chose qui devrait être précisé. Mais cette question du fond précisément, vous pourriez nous en parler davantage. Vous l'expliquez beaucoup justement dans ce dernier chapitre sur l'œuvre Bien d'art. sûr, c'est une question qui a toujours préoccupé les philosophes. Moi, je suis parti du plus ancien de tous, Anaximandre. Hein, l'apeiron, c'est-à-dire apeiron, c'est l'absence de limite, l'illimité, qui pour cela même est intraversable, qui est aussi indéterminable. Et il dit, c'est de lui que naissent les étangs. Et c'est là où ils naissent que leur arrive la mort. Alors, il semble que donc c'est indéterminé doivent expliquer l'apparition-disparition des étangs. Mais il ne peut pas expliquer la possibilité même d'une détermination qu'est chacun d'eux, ni surtout expliquer comment ils peuvent apparaître, lui apparaître en eux. L'apparaître n'est pas une dimension de l'indéterminé. C'est cette absence de visage dont je parle de l'indéterminé, qui ne peut pas m'expliquer. C'est ceci dont chacun se définit par son visage propre, comme un être. Alors, le fond, si vous voulez, soyons clairs, on n'explique pas l'existence d'une colonne par la compacité du marbre dans la carrière. La carrière ne contient pas en puissance ni la colonne ni la statue. Une œuvre d'art n'est jamais possible avant d'être réelle. C'est en quoi elle existe. C'est en quoi seul existe un homme
qui n'est pas possible avant d'être réel. Un homme qui est l'auteur de sa propre réalité, de son existence. C'est cette chose qui est de plus en plus absente. À notre époque où, effectivement, un homme se définit pratiquement maintenant comme un objet. Vous voyez l'extension, la ramification de l'État retire à l'homme, on peut dire, sa capacité de surgir à soi. Il est un exemplaire de l'idéal du moi que propose un type déterminé de société. Or, si vous prenez, c'est la même chose pour les arts, car jamais les arts, jamais dans un art, il n'y a eu autant de ressemblances d'une œuvre à l'autre. Vous voyez des expositions de peinture, vous pouvez passer d'une galerie à l'autre, vous voyez toujours le même tableau, avec des modifications qui, elles, font partie déjà d'un répertoire connu dans lequel on choisit. Alors, la question se posera naturellement pour l'architecture. Vous avez évoqué tout à l'heure l'architecture en tant que couché et dressé. Alors je pense couché et dressé entre terre et ciel, dans le cadre des églises d'Alenjadinho que vous avez abordé. Oui. Et quelle présence des éléments pourriez-vous nous en parler? Essentiellement la terre et l'air, et le ciel, qui sont, je dirais, qui s'appellent l'un l'autre. Mais avec la prépondérance de l'ascendance. L'Église ne vient pas s'appuyer sur le sol, ne descend pas s'appuyer. Elle est au fond appelée. D'abord par sa forme même, n'est-ce pas? Je veux dire que je ne vais pas reprendre l'analyse de toutes les surfaces, mais elle est très importante, n'est-ce pas? L'important, c'est que la zone de contact entre le dehors et le dedans n'est pas une interface. C'est, si vous voulez, la terre, je veux dire la pierre de l'église, enfin, appelle véritablement le ciel, et comme le ciel l'appelle. Si vous voulez, la surface est bilatérale, comme est une ligne d'ailleurs chez un véritable dessinateur. La surface n'est pas là pour enfermer une forme objet. Elle est là pour structurer l'espace, l'articuler et le spatialiser. Elle a donc son expansion latérale. Eh bien, de même, une surface. Une surface n'est pas là pour enfermer le bâtiment. Elle est là, au contraire, pour l'ouvrir au dehors et pour intérioriser le dehors à l'édifice. Alors, c'est ce que je trouvais, notamment à Saint-François d'Assise, Duro Preto, qui est frappant. Et la participation au mouvement ascensionnel est immédiate. C'est la première chose qui vous saisit, c'est votre propre élévation. Vous êtes là, la dimension extatique de l'existence est vraie pour l'édifice, est vraie pour celui qui est là-devant, qui n'est pas seulement spectateur, qui est participant. Et c'est ce que je crois le plus important. Une architecture n'est pas faite pour se donner un spectacle,
elle est faite exactement comme, comme une chorégraphie n'est pas faite pour montrer des danseurs. Elle est faite pour susciter un mouvement, et un mouvement signifiant, de même l'architecture. C'est ce qu'on perçoit, pas modestement, lorsque quelqu'un veut une architecture où il puisse se mouvoir. Mais encore, ne faut-il pas qu'il a l'appel à une architecture où il puisse se mouvoir suivant ses habitudes, qu'il enferme, mais suivant quelque chose qui doit rester imprévu. Habiter et habitude ont même racine, mais s'opposent. Hein. Habiter, pour toujours continuer à apprendre où l'on est et à savoir où l'on aspire à être. Hein, on n'est pas là pour être enfermé dans ses us et coutumes. C'est pourquoi je trouve assez horrible l'expression de Le Corbusier, machine à habiter. C'est contradictoire. Complet. Complètement. Non, une machine ne peut pas être habitée, on peut y loger des rouages. Eh bien, évidemment, à mesure que les sociétés se mécanisent, les individus deviennent des rouages. Qui s'engrainent et corporativement les uns dans les autres. Mais ce rapport des éléments à l'instauration d'un lieu, puisque vous rappelez que l'architecture, en fait, instaure un lieu. Bien sûr. Ben, là, pas déjà l'exemple de la terre et de l'air. C'est déjà considérable, puisque ça... Est-ce que vous voulez, l'homme marche sur la terre, est engagé dans le ciel. Alors, pour ce qui est de l'eau, nous la comprenons mal, nous. Parce que sauf sous la forme des inondations, mais dans un pays sec qui manque d'eau, le miracle de l'eau, hein, le puits, la source, c'est quelque chose. L'endroit d'où la vie surgit, en montagne. Bien, quand vous êtes dans la pierre, puis de loin, 30 km ou plus, ben, vous avez les forêts, les moissons. Mais pourquoi? Parce que l'eau est descendue. Et même à travers les éboulis secs, il y a le torrent. Puis il y a les premières plantes, le trèfle blanc, ou le génépi qui commence là. Et je veux dire que l'eau, par exemple, le lien de la... est l'opposition, la libération aquatique de la terre, hein, qui au lieu de rester prise dans un instant immobile, hein, donne lieu à un courant, à un déplacement, à la quête d'une issue. Je pense que c'est une chose qu'on trouverait présente dans la vieille idée, puisque ça a disparu, du moulin. Le moulin à eau. Hein, Dieu sait si c'est terrestre, hein, l'édifice du moulin. C'est aussi important qu'à l'eau, qui décide de lui-même. Mais je dis aujourd'hui qu'on a l'eau, elle est dans les canalisations, on ne sait plus ce que c'est. Il faudrait retrouver encore ce que dit le verre d'eau d'un Francis Ponge. Hein, il dit maintenant, on la trouve, elle coule à tous les robinets, mais un verre d'eau, quand il le tient, on réussit à s'étonner, un verre d'eau transparent, froide. Pardon, c'est un miracle. Il dit, vous êtes au paradis, on chantait duet, mais il vous manque quelque chose, un verre d'eau. Et oui, l'eau,
nous n'avons plus guère le sens parce qu'elle est canalisée comme le reste. Alors on essaie, vous voyez l'artifice, n'est-ce pas, faire de fausses cascades sur les places publiques, hein, comme devant l'hôtel de ville de Paris ou à Lyon. Imbuvable. Hein, absolument. Comprenez, on en fait des objets. Un jet d'eau, c'est pas un objet. L'eau, elle. C'est certain. Mais, vous voyez l'importance qu'a une rivière dans une ville. Hein, je pense. Vous ne pouvez pas imaginer Besançon sans le Doubs, Lyon sans la Saône et le Rhône. Et vous voyez comme aussi l'eau appelle l'air dans le Rhône. Hein, ça s'ouvre là. C'est moins vrai de la Saône parce que les collines ont tout enfermé. Ah, ou Grenade. On l'attend. Autrefois à Aix, avec le bruit des fontaines, qui a disparu maintenant, évidemment. Mais parce que l'eau, il y a le temps qui s'écoule et varie en même temps. Hein. Ce n'est pas le même bruit, toujours. Oh, c'est certain. Mais comme le feu, ce n'est pas les lampes électriques qui peuvent remplacer la flamme. C'est évident. Mais voyez aussi le plaisir qu'ont des enfants à allumer un feu dehors. C'est que c'est. Parce qu'il n'y a pas, avec le feu, cette façon, la naissance du feu. Et puis ensuite, c'est un vivant qui se développe, qui grandit. Oui, c'est. Alors, il ne faut jamais tout de même oublier que le foyer a donné son nom à l'atrium, qui est la pièce de la maison, aux entours de laquelle se définissent les êtres de la maison. Être qui vient de à terre, le foyer. Les êtres, c'était vraiment plus que l'environnement, c'est un mauvais mot, ni même que l'ambiance, mais l'entour naturel de la flamme, du feu. Le mot être. Bien, les êtres, vous ne pouvez plus parler des êtres d'une maison, d'un appartement, il n'a pas d'être. Tandis qu'une maison se définit par ses êtres. C'est la grande différence. Parce qu'elle est en même temps. Ce qui est curieux, c'est qu'on l'a senti en faisant un contresens dans l'orthographe, en écrivant être comme E-T-R-E-S. À terre, le foyer. Le foyer. C'est là l'origine. Et c'est les. On voit ça dans Francis Ponge aussi, à propos des olives. Olives noires, vâtre. C'est le vâtre, parce qu'à terre, il y a l'esprit qui a donné un V dans certaines langues du milieu de l'Europe, n'est-ce pas? Mais c'est le même mot, vâtre. En chemin vers la carbonisation, dit-il. Mais c'est le même mot. En fait, il y a coprésence avec les éléments. Pourquoi peut-on parler de bien coprésence? sûr. Eh bien, c'est que je pense qu'il faut revenir à la formule d'Erwin Strauss sur le sentir. Il dit ceci au niveau du sentir: je suis, dit-il, au monde, dans le monde, avec le monde. Non, il dit moi au monde, moi et le monde, moi avec le monde. Mais c'est la dernière formule
qui est la plus vraie, avec, qui implique une communication. Et une communication, c'est pas comme aujourd'hui un système d'information. Mais communiquer, c'est vraiment rare. Hein? Et de plus en plus. La preuve, c'est qu'on en parle. On n'entend plus que ça. Et ça rappelle la formule de Bernanos. Il dit Claudel, Mauriac, parlez un peu moins fort, on n'entend plus Dieu. Et cette coprésence qui est autre chose. Ce n'est pas la même qu'avec un autre, avec autrui. Mais elle est, je dirais, plus indéracinable. Je veux dire qu'il y a des malades, mettons un hébéphrène. Autrui ne lui dit rien du tout. Et il cherche dans les choses une proximité. Il la trouve dans la chose et pas dans l'autre. De même, l'enfant autiste, qui ne communique même pas avec un animal. Hein, non, plus forte raison, pas avec un homme, mais pas avec un animal, et qui est fasciné par le feu. Je me souviens d'un film, on voit l'enfant qui surveille, voit le feu, ou bien le mouvement de pétrissage de la pâte, du pain. Ce qui est transformation. Vous voyez, l'élément n'est jamais inerte. Hein? Et au fond, il se produit à un certain degré qui n'est pas le même que vis-à-vis d'un autre, d'autrui, n'est-ce pas? Mais où l'épiphanie de la chose, là où elle existe, hein, parce qu'on peut se trouver à côté des choses, comme à côté de l'étranger, mais là où il y a vraiment épiphanie de la chose, elle s'accompagne toujours de l'autophanie de celui qui en saisit, en somme, le visage. Pourquoi parlez-vous d'élémental et pas d'élémentaire? L'élémentaire repose sur une décomposition. Ce qu'on appelle les éléments, ce sont des parties constitutives, organisées pour former un tout. Tandis que l'élémental ne s'adjoint pas à quelque chose d'autre ou de semblable pour donner le tout. Il est lui-même un tout. Et puisqu'il est, il est au commencement. Et est au commencement de tout ce qui se produit. Oui, élémental, c'est... Voilà, élémentaire désigne une partie objective, c'est un objet. Tandis qu'un élément n'est pas un objet. Un élément c'est avant les objets commencent à la perception. La perception est objectivante, parce qu'elle est intentionnelle. Tandis que le sens d'un élément, c'est pas se diriger sur quelque chose. Sinon, je resterai dans l'opposition de moi et de la chose, du sujet de l'objet. Il n'y a pas de présence, ni de coprésence en ce cas. Il ne faut pas oublier que la constitution préalable du monde en objet, c'est la fin de la présence. On est véritablement là, dans un monde, exactement le monde de la logique. De la logique au sens strict, au sens de Wittgenstein, et où la logique suppose que tout état de choses est conçu comme objet. C'est ce qui fait que la logique n'est pas applicable à l'art.
c'en est même exactement le contraire. Une présence ne peut pas s'objectiver sans, disons, qu'on prenne possession sur elle. Tout ce qui s'objective devient une proie qu'on possède, qui se ferme sur soi et qu'on peut prendre. Or, ce dont je parle, on parle de l'élément, pas une chose qu'on peut prendre, quelque chose à quoi on peut se prendre. Se prendra. Mais dès qu'on parle d'esthétique, au sens propre, c'est-à-dire qu'on restitue à esthétique sa dimension intransmissible, intransformable, à d'autres termes, on en arrive là. Nous n'avons plus de dimension esthétique, nous n'avons plus que des dimensions objectivantes. C'est logique. Là, quand Kant oppose l'esthétique transcendantale et la logique transcendantale, là, sa distinction est nette, il a raison. Il l'a poursuivi d'ailleurs dans le domaine de l'art, imparfaitement bien sûr, mais tout de même, c'est une chose qu'il est peut-être le seul à avoir perçue et dite. Oui. Le parti pris d'objectivation, c'est la forme moderne de la volonté de puissance. Avoir puissance sur quoi? Sur de l'inerte, sur ce qui ne peut pas se défendre, sur de l'inexistant. C'est l'opposition entre objets existants. Et de plus en plus, on ne voit que ça. Voyez la façon dont les gens renoncent à leur visage, à la télévision, avec le rire imbécile de tous les amuseurs publics, comme ça, par entente mutuelle, inconsciente. Montrer un unique visage, qui n'en est plus un. Il n'y a de visage que singulier. Puis un visage est toujours plus ou moins en discussion avec lui-même. C'est ce qui fait un visage. La dissymétrie, mais même l'expression, toutes les contrariétés qui peuvent passer et se combattre en essayant de s'unir.